Anne-Sylvie. Mourir à 30 ans. Ce film, c'est un peu son histoire. Elle était grande, belle, brune. Étudiante, militante, elle s'occupait des lycéens. En 1966, c'est elle que j'ai rencontrée. C'est elle qui était chargée de suivre notre formation théorique et pratique. C'est d'elle que je fus secrètement amoureux, et je crois bien que je n'étais pas le seul. Elle était grande, belle, brune, elle est morte, elle s'est suicidée. Dominique. Mourir à 30 ans. Ce film, c'est un peu son histoire. J'étais devenu militant, et ce fut le premier lycéen que je fis adhérer au lycée Condorcet. On était devenus inséparables. On préparait tous nos coups ensemble. Un jour, au retour d'un congrès, il est mort dans un accident. Pierre-Louis. Plus tard, j'étais devenu assistant dans le cinéma. Je remarquais Pierre-Louis qui faisait le tour des productions comme coursier. C'était un ancien militant. J'ai tout fait pour qu'il rentre dans le cinéma. On a réussi, il est devenu assistant monteur. Puis un soir, il s'est suicidé. Le 23 mars 1978, les parents de Michel m'avertissent qu'il avait disparu en laissant papier et argent chez lui. Je frémissais. Michel, c'est toute mon histoire politique. C'est mon seul copain. Celui avec qui, depuis 1966, j'ai partagé le plus de moments de notre vie militante. Des années et des années de projets, de rêves, d'illusions. Des centaines de réunions, toutes les manifestations. Michel et moi, pendant toute cette période, nous n'étions qu'un. C'est pourquoi j'expliquais à sa famille qu'il avait dû partir sur un coup de tête pour une autre aventure. Je comprenais tellement qu'il ait voulu disparaître, car moi aussi, le 23 mars, je voulais m'enfuir. Quelques jours auparavant, j'avais rencontré Francie, une superbe demoiselle, blonde et tout. Je l'aimais immédiatement comme un fou. Ambassade des États-Unis, visa pour la fuite. L'ambassade. Si elle savait que quelques années auparavant, avec Michel, on avait attaqué le bâtiment à coups de cocktail Molotov. C'est lui qui, du haut des marches, avait expliqué notre geste. Oublier Paris, où tout me rappelle trop de souvenirs. Des madeleines, elles me vrillent le crâne. Debout sur le toit avec lui, en 1973, on tendait un drapeau Viet Cong. Moi aussi je voulais disparaître, mais je ne suis pas parti. Quand il a disparu, je me suis lancé sans relâche à sa poursuite. Il était forcément quelque part. Et moi, son meilleur ami, il fallait que je le retrouve. Toutes les semaines, de fausses nouvelles, de fausses pistes. Je ne voulais pas imaginer le pire. C'était admettre la moitié de ma propre mort, ce qui est impossible. Et pourtant un jour, on a eu confirmation et preuve de son suicide. Il était mort dans la nuit du 23 mars 1978. C'est quand j'ai appris sa mort en 81 que j'ai eu envie de raconter cette histoire, notre histoire. Cette histoire commence il y a très très longtemps, en 1964. J'avais 14 ans. Mon univers, c'était cet immeuble, et mes deux copains, Coyote et Baptiste. Michel Recanati, je ne le connaissais pas encore. Et je voudrais vous raconter comment, peu à peu, la politique a fait se croiser nos deux chemins. À l'époque, et depuis tout le temps, j'avais deux copains, Coyote et Baptiste. On était trois, la bande des Coyotes. Et déjà, bien sûr, j'étais le chef. À l'époque, j'avais deux copains, on était trois. C'était la bande des Coyotes. Et bien sûr, j'étais le chef. Non, tu rigoles, là. Non, attends. Non, le chef, c'était moi. C'est simple, j'étais le plus vieux. Donc, Moi, j'étais le plus jeune, c'était moi le chef. Si la bande a pris le nom de Coyote, c'était lui le chef. C'était lui le chef. Ouais, bon, peut-être.
À cette époque, et depuis tout le temps, j'étais toujours avec mes deux copains, Coyote et Baptiste. On ne se quittait jamais. Dans notre vie, on avait deux préoccupations principales. La première, déconner jour et nuit. La deuxième, inventer de nouvelles conneries. Et on avait découvert quelque chose de fantastique pour ça, le cinéma. Un peu de pellicule, une caméra 8 mm, et on tournait des petits films. On s'inventait une histoire, on dessinait, on repérait, on se déguisait et on tournait. On était tous les techniciens et tous les acteurs à la fois. Notre seul point faible, c'était l'argent. Les héros de nos histoires, c'était toujours mes deux copains, Coyote et Baptiste. Course-poursuite, cavalcade, cascade, on adorait ça. Jusqu'au jour où, je ne sais pas pourquoi, mes deux copains exigèrent absolument que dans notre prochain scénario, il y ait une histoire d'amour. Et comme ils étaient deux, ils voulaient plusieurs passions amoureuses. J'essayais de résister. C'est vrai, mes arguments étaient valables. Si on prenait des copines comme actrices, le tournage risquait de se compliquer. Et la pellicule, c'était de l'or. C'était toutes nos économies. Pas question de tourner deux fois le même plan. À moins que je décide que la séquence était vraiment très, très, très importante. « 1964. Je devais forcément être à l'école ou au lycée. Je ne m'en rappelle absolument pas. Je n'ai que le souvenir de longs moments passés en classe, assis sur un banc, à attendre le moment des vacances. Et j'attendais avec impatience. Vacances, c'était synonyme de caméra et pellicule. Voyage était égal à tournage. C'était toujours en Bretagne, au Fourdaine, près de Quimperlé. Dans ce film d'aventure, plein de rebondissements inattendus, la fin tourne au drame. Coyote a perdu son seul ami, Baptiste, poursuivi par les gendarmes. Il a perdu son unique amour, ma sœur, engagée au PTT. Il ne lui reste plus qu'une seule issue, le suicide, la mort.
Mais heureusement, grâce au miracle de Pâques, vacances scolaires de 1965, Coyote est ressuscité pour un nouveau film d'aventure, où il va, bien entendu, se retrouver face à la mort. À cette période, nous inventions des films de plus en plus fous. Et si notre vie n'avait été que vacances, nous aurions continué ainsi, de tournage en tournage. Mais la France venait d'être secouée par une nouvelle donnée politique d'importance. 1965, élection présidentielle. Malgré la mise en ballottage de Gaulle par Mitterrand, le régime gaulliste était toujours en place. 1966, élection législative. Nous allions tout faire pour contribuer à la défaite d'un des suppôts du régime qui osait se présenter comme député dans notre quartier. Depuis longtemps, notre bande avait ses bases secrètes, la cave. Nous venions d'aboutir, après de longues recherches, à la mise au point d'une nouvelle arme, le sac à peinture dégueulasse contre panneaux électoraux. Mais l'ennemi, bien que pas très malin, était organisé, nombreux, efficace et motorisé. Je commençais à me questionner sur notre rôle de justicier. Tout bien réfléchi, si nous, les trois de la bande des Coyotes, étions entrés dans la lutte, il était impossible qu'il n'y ait pas d'autres groupes de résistants. Bien sûr, il y avait le Parti communiste. Mais à part vendre des vignettes et se lever le dimanche matin, tous les dimanches matins pour vendre l'humanité, on ne faisait rien. Et à ce rythme, l'oppression capitaliste pouvait durer encore bien des années. Oui, bien sûr. Je savais comme adhérent du Parti communiste, et on me le répétait assez, et on ne me répétait que ça, que vendre des vignettes, que vendre l'humanité, et faire des adhésions, c'était faire progresser l'idée du socialisme en France. Bon matin, il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin, et l'humain dans toutes les mains, sur tous les chemins. L'humain, un vélo dans le jour qui va naître, une belle au seuil de sa maison. Un salut au fil d'une chanson. L'humanité? Oh non alors. Joli quoi, c'est ça le tête feuille de chou, allez, 25. L'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Bonjour, bonsoir, bon matin. Il y a le blé et le vin, il y a la laine et le lin. Mais cette stratégie du communisme au porte-à-porte le dimanche matin me questionnait énormément sur la façon dont on gaspillait ma soif de justice sociale et mon idéal révolutionnaire. Questions et doutes qui se terminaient le dimanche après-midi en engueulade politique avec mon père. L'humain sur tous les chemins, l'humain dans toutes les mains. Ça devait être en 66-67, à un moment donné où j'ai rencontré chez une copine Sylvain et Pierre. C'était la grande époque des engueulades monumentales à la maison entre toi, enfin et papa sur le PC, la JC. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, comme eux, ils étaient à la JCR et que j'ai su à ce moment-là qu'ils étaient à la JCR, je me suis dit, bon, il faut vraiment que Romain entre en contact avec eux. Et à la JC, la formation politique, ça se fait. T'as lu des bouquins?
Ouais, c'est le bouquin, c'est Ludo Depp, enfin, les trucs. Non, mais pas ça, des bouquins politiques, enfin. Ouais, j'en ai lu, ouais. T'as lu l'état de la Révolution, par Ouais, exemple? ouais. C'est qui? Là, un peu son prénom, Ouais, non, mais moi, comprend moi ça. je suis d'accord, mais sauf que le marxisme, effectivement, moi je dis que ça existait en 1890. Mais le marxisme, c'est pas un truc figé, c'est une méthode d'analyse, c'est une méthode d'analyse pour pouvoir agir après en fonction de l'analyse qu'on va faire. Alors, dans ce cas-là, si t'as pas à simplement étudier Marx, etc., t'es pas capable d'appliquer la méthode. Bon, là-dessus, il y avait donc un tout petit groupe avec 4-5 personnes, et puis on avait la foi, puis on était les révolutionnaires, et puis on avait raison, et puis on allait changer le monde, et qu'il fallait convaincre tous les gens intelligents. Alors quand on rencontrait des gens, des gars qui se posaient des problèmes, par la discussion, en essayant de convaincre, quitte à mentir ouvertement, inventer l'histoire, inventer n'importe quoi, on essayait de le faire dans des discussions comme celle du bistrot. Celle où on s'est rencontrés. Celle où on s'est rencontrés. Hein, c'est pas de faire venir des gens à la solidarité avec les Vietnamiens sur la question des pauvres petits Vietnamiens qui meurent tous les jours, mais sur le fait que la révolution vietnamienne, c'est une révolution socialiste, hein, qui s'intègre dans la dynamique d'une révolution socialiste. Nous, on fait des manifs avec mot d'ordre de FNL vaincra. On fait pas des petites manifs. Hein. Sylvain et Pierre n'eurent aucun mal à me convaincre que le PC n'était plus un parti révolutionnaire. Et je venais d'entendre de nouveaux arguments. J'allais les réutiliser immédiatement dans une discussion avec mon père. Et selon ses réactions, je déciderais de poursuivre ou non mes discussions avec ces premiers militants de la JCR. Alors voyant qu'ils commençaient à se servir de caméra, comme je savais mieux m'en servir qu'eux, c'est normal. D'une part, j'avais plus d'expérience, et puis d'autre part, j'étais plus vieux. J'aurais donné un coup de main pour filmer. Ils m'ont fait jouer le rôle d'un Stahl en finale, alors qu'il y avait très très longtemps que, au moins sur ce plan-là, j'avais fait une analyse politique qui m'éloignait énormément du stalinisme. Et puis tu ferais mieux de rentrer un peu plus tôt avec tes conneries de groupuscules, c'est pas avec ça que tu vas faire changer quoi que ce soit. Si tu espères faire la révolution avec une poignée de gugus qui se baladent avec des banderoles et puis des drapeaux noirs, c'est pas comme ça que ça va changer quoi que ce soit. Il y a un truc, si tu veux vraiment faire de la politique, entre dans un mouvement organisé où tu seras encadré, où tu auras une sécurité. Le PC, ça fait un bout. C'était décidé, j'allais les revoir. Sylvain me servit de guide. Il m'entraîna à ma première réunion et me présenta à Michel Recanati. Michel Recanati m'étonna. On avait presque le même âge, mais déjà, il ressemblait à un responsable, à un dirigeant. Il arrivait à formuler très clairement tout ce que je ressentais comme doute sur l'inaction du Parti communiste français. Sylvain et Michel, eux, étaient dans la même classe, ils pouvaient discuter. Moi, j'étais encore seul à Condorcet. Rapidement, je rentrais en contact avec tous ces lycéens exclus de la jeunesse communiste. J'assistais à des réunions d'information. On échangeait nos expériences, il se trouvait que souvent c'étaient les mêmes. Peu à peu, mon opposition au PC trouva dans ces nombreuses discussions un support théorique. J'avais le statut d'observateur à la JCR, et j'observais. On commençait à être de plus en plus nombreux à penser pareil. C'était une découverte enthousiasmante. Un jour, malgré mes réticences, je me laissais entraîner au local. C'est là que j'ai rencontré Alain Bureau et Anne Sylvie. C'est elle et lui qui étaient chargés de constituer et d'encadrer ce secteur lycéen naissant. Au début, il a fallu un peu se balader à Porte des Bahuts. C'est comme ça que j'ai vu Michel, comme d'autres. C'est-à-dire à Decourt, alors? À Decourt, ouais. Dans le square derrière Decourt. Avec Nachman, avec peut-être toi, avec d'autres gars aussi. Il y avait 2-3 lycées. Il y avait Voltaire, il y a Charlemagne, il y avait... Mais tu étais quand même le représentant de la JCR chargé de s'occuper, de mettre en place quand même ce secteur lycéen. Non, représentant, c'est beaucoup dire. C'était effectivement... je crois qu'il fallait donner du cœur au ventre et un peu essayer d'organiser sur les lycées des débuts de cercle, des débuts de groupes. J'assistais de plus en plus souvent à des réunions. Le but, nous former, nous donner des bases d'analyse marxiste. Et automatiquement, un jour, il a bien fallu que je fasse mon premier exposé. J'avais honte. Je regardais mes notes, puis je commençais. Cuba est une île des Caraïbes. Et j'enchaînais pour un parfait descriptif géographique de Cuba. À peine si j'ai parlé de Castro, et même pas de Guevara. Par contre, tout sur le sucre. Quand je me suis arrêté, j'étais tout rouge. Michel me sauva la mise en déclarant que c'était un peu scolaire, mais que c'était un bon début. Beaucoup plus tard, Michel osa m'en reparler.
C'était devenu une plaisanterie. Il me disait souvent avant que je prenne la parole, « Souviens-toi de Cuba ». Alors une fois qu'on a été plus nombreux dans le groupe, il y a toute une vie qui s'est organisée là, que ce soit une vie avec les écoles de formation, les réunions, les cercles, les exposés qu'on faisait, on se distribuait du boulon, on lisait des bouquins, on faisait des comptes rendus plus ou moins mauvais d'ailleurs. En même temps que c'était une ouverture extraordinaire sur le monde, sur l'histoire, des choses qu'on ne nous avait pas apprises à l'école, où on nous avait raconté des conneries. On finissait par comprendre un tas de choses, ou du moins d'avoir l'impression de comprendre. D'avoir l'impression à la fois de comprendre ce qui s'était passé et du coup de pouvoir espérer un changement. Faut pas oublier que c'était en 67 et que rien ne pouvait permettre de penser que ça allait changer. L'impression que c'était une société figée, éternelle, qui bougerait jamais. Je le vis maintenant comme à la fois quelque chose qui m'a ouvert et qui a fermé d'autres choses que j'aurais pu ou dû vivre adolescent et que j'ai pas vécu du coup. Parce qu'il y avait cette dimension qu'on se donnait beaucoup d'importance. Et Michel, justement, était plutôt du côté sérieux, politique, réfléchi. C'est pas avec lui que je m'amusais, c'est pas avec lui qu'on chantait, qu'on faisait de la guitare. Très réservé, froid, coincé. Il travaillait. Et avec lui, j'avais des relations de boulot. On se voyait beaucoup également en dehors de la politique, parce qu'on se voyait le soir, on se voyait les week-ends, on faisait des boules, enfin on se voyait pas mal. Il y avait des fêtes à Saint-Leu, tu te rappelles, chez Anne et Charlotte. Et à l'époque, moi j'étais assez amoureuse de lui. J'étais complètement fascinée par lui, par le personnage, par le dirigeant, par le bagage politique qu'il avait. C'était quelqu'un de très sérieux qui devait me terroriser pas mal, tu vois. Mais comme me terrorisaient tous les militants à l'époque, tous ces gens qui savaient plein de choses, qui avaient lu Marx, Lénine, Trotsky, qui savaient tout ça sur le bout des doigts. Et moi, je savais rien. J'étais complètement terrorisée par leur culture, leur savoir. Ça m'impressionnait beaucoup. Tu sais, j'avais 17 ans à l'époque. Hein. J'avais l'impression de vivre quelque chose que les autres de notre âge ne vivaient pas. Mais plus à l'extérieur, dans nos propres rapports d'amitié, de baise et de tout ça, que dans les rapports politiques. Et est-ce que tu as un souvenir de Michel dans ces soirées ou Oui, Michel, justement, pour moi, il faisait partie de la bande parce qu'il était là, mais en même temps, il ne faisait pas partie de la bande. Parce que pour moi, c'était un mec coincé par rapport à des gens comme toi, Paul André, dont j'ai des souvenirs qui étaient assez extravertis, qui faisaient plein de choses, qui touchaient, faisaient des choses. Michel, pour moi, c'était un mec coincé. Un mec bien, mais un mec coincé. C'est pas quelqu'un à qui j'aurais été parler, c'est pas quelqu'un avec qui j'aurais déconné, par exemple. Quand on parlait, c'était sérieusement. C'est vrai qu'on était toujours le même groupe et tout, donc il y avait quand même des passages amoureux, si je puis dire, enfin tu vois, de flirt, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, ça allait jamais non plus plus loin, et que moi, à une époque, j'ai rencontré Michel comme ça, enfin donc autrement que simplement au travers du militantisme et de la JCR. Mes souvenirs, si tu veux, sont un peu flous là-dessus. C'est vrai que ça n'a pas dû durer très très longtemps. Il était quand même, il était pas marrant, si tu veux, d'une certaine façon, dans les relations comme ça, plus intimes, toujours vachement sérieux. Je pense qu'il devait avoir une image en plus, tu vois, très idéalisée, tu vois, d'une certaine façon, de ses rapports avec les femmes. Voilà ce que Michel écrivait dans son journal intime, le 7 février 1967. Puisque ce journal est le journal des expériences malheureuses, allons-y. Ce soir, je vois Rosette. Je l'aime. J'en ai peur. Je ne sais où s'arrête l'amitié, où commence l'amour que j'ai pour elle. J'ai besoin d'être passif avec les femmes. En vacances ou quand je suis rond, c'est facile. Je n'ai rien à faire, si ce n'est me laisser guider par l'indolence et l'alcool. Mais dès qu'il faut prendre l'initiative, je ne sais plus. Je me culpabilise. Mon amour se résume aux erreurs que je fais ou ne fais pas. Souvent, elles s'estompent. C'est de moi qu'il s'agit. Inhibition, impuissance sexuelle, sans doute, mais pourquoi? Aujourd'hui, je veux l'embrasser, ça serait un progrès par rapport à avant. C'est peu et beaucoup. Tout ou recommencer comme avant. Le refuge dans les réunions, les meetings, la virilité du verbe ou la politique impuissante, j'en ai marre. Je veux aimer. Je l'aime, amour impuissant. J'en ai marre de faire l'amour avec les réunions. Je calcule trop. Libère-toi. Combien de filles j'ai plaquées doucement et sèchement, parce que je pense d'abord à l'amour avec un grand A, et qu'ensuite je cherche un contenu, seulement après. Rosette, je t'aime. Comment vous décrire le climat de l'époque? C'était lourd, hypocrite, malsain. Il faudrait regarder les publicités de soutien-gorge en 1966, ou feuilleter les revues cochonnes. Un poil, c'était toute une histoire. C'était l'ordre moral.
Avortement et pilule, presque des gros mots. Moi, par exemple, j'avais eu une idée pour me procurer des capotes anglaises. Acheter des noix dans un magasin de farce et attrape. Quelle misère. Autour de moi, je dédaignais les lycéennes comme étant beaucoup trop jeunes. Et quant à celles que je voulais voir, la lutte devenait inégale contre Coyote et Baptiste. Il me restait une seule solution. Essayer de convaincre et de recruter mes amoureuses pour les transformer en militantes. La politique commençait à organiser notre emploi du temps. Je m'inquiétais du peu de place qu'il me restait pour le cinéma. Par contre, je n'envisageais plus le cinéma sans politique. L'église au sommet, la caserne à ses côtés, les bâtiments de la police contigus. J'en étais encore à mes débuts dans le marxisme. Espagne, pays fasciste. Ecclésiastiques, militaires et policiers dominent le peuple. Vampires d'État, ils s'engraissent sur les faubourgs. Filmons le pauvre peuple. Niveau zéro près du port, près de la mer. Un artiste se doit de défendre les exploités. Et cette démonstration architecturale me suffisait. Je pensais que filmer l'injustice, c'était lutter contre la bourgeoisie. Et là, 1 heure avant de se barrer, on a eu une autre idée de film, un petit truc comme ça. Il nous restait 60 mètres de péloche. « 1967, retour d'Ibiza. Déposer la pellicule au laboratoire. Retrouver ceux qui peu à peu étaient devenus mes nouveaux copains. Retrouver Michel. Et surtout manger. Ça faisait 1 mois qu'on n'avait presque pas mangé pour ne pas laisser de l'argent dans un pays fasciste. On dormait dans un car abandonné. On avait survécu avec 200 francs à 2 pendant 1 mois. Et bien que maigre et affaibli, j'avais rencontré là-bas la femme qui m'a permis de rester plusieurs nuits dans son lit. C'était la première fois depuis 16 ans. 1967. J'étais devenu le bras droit de Michel Recanati. Lui à Decourt, moi à Condorcet. On étendait notre influence sur tous les lycées parisiens. Le schéma était devenu simple.
du nécessaire soutien au peuple vietnamien, on développait notre propagande sur le rôle de l'impérialisme américain, du capitalisme et de l'État gaulliste. Notre but était de construire des comités Vietnam, puis de recruter pour la JCR les militants les plus avancés. Michel et moi passions rapidement de militants à dirigeants, d'observateurs à agitateurs. Découverte d'un nouveau sentiment entre le frisson et la peur. J'avais été chargé avec Michel d'encadrer la voiture du dirigeant des Black Panthers. Sur nos mobylettes, nous étions 2 gardes du corps, vigilants et fiers. Assassinat de Che Guevara. Michel enregistrait tout le meeting. Qu'importe où nous surprendra la mort, qu'elle soit bienvenue, du moment que notre cri de guerre parvienne à un autre combattant, et qu'une autre main se tende pour empoigner nos armes, et que d'autres hommes se lèvent pour entonner les chants funèbres avec le crépitement des mitrailleuses et de nouveaux cris de guerre et de victoire. Il vaut mieux mourir debout que vivre à genoux. Un lycéen, Nguyen Van Troy, avait été fusillé à Saïgon. Nous avions dressé le drapeau du FNL sur le toit du lycée. Impératif, c'est-à-dire on obligeait pas les mecs à faire la grève. Tiens, salut. Alors Condorcet, qu'est-ce qui se passe? Génial, c'est vraiment génial. Alors c'est vraiment marré. T'aurais vu un peu le bordel. Les mecs on se fout en chaîne devant le lycée, tu sais, pour aller à la manif, enfin pour les prévenir. Et les mecs ils savaient pas ce que c'était qu'un piquet de grève. C'est incroyable, ils cavalaient autour du lycée et tout, ils savaient pas comment. Ils savaient pas où rentrer. Non, il y a. Alors ce qui est chiant, c'est que le proviseur est sorti au moment où on était en chaîne avec les mecs de Hello et tout. Puis moi il m'a vu alors que normalement je devais être consigné chez moi à cause des 4 jours d'exclusion. Et ça c'est chiant. Tu risques d'être viré, non? Ouais mais alors quoi que c'était pas mal parce qu'après l'après-midi ils ont été obligés de fermer le lycée. Entrez. Monsieur, l'élève que vous avez convoqué est arrivé. Faites entrer. Entrez. On m'a remis ces tracts. Que faisiez-vous le matin du 13 décembre devant le lycée? Je sais pas, moi. J'allais chercher mon cahier de texte. Vous êtes un menteur. Je vous ai vu faire la chaîne pour empêcher vos camarades de rentrer au cours. Mais, croyez-moi, si vous pensez que j'ai fermé le lycée à cause de vous, vous vous trompez. J'ai fermé le lycée parce que le chauffage ne marchait pas. Maintenant, je pense que vous avez compris le sens de votre exclusion temporaire. Vous pouvez sortir. Avertissement, menace, l'administration ne tolérait aucune agitation politique dans le lycée. Comité Vietnam, lutte antifasciste, soutien aux journées de grève nationale, tract contre les lycées-casernes, c'en était de trop. Il fallait un exemple. Réunion du conseil de discipline. Pour nous, c'était simple, l'épreuve de force était engagée. Menace d'exclusion, manifestation, nous étions 500 devant le lycée à exiger ma réintégration. Les flics essayèrent de nous empêcher. Michel prit la parole et annonça d'autres actions. Conseil de discipline. J'ai pu à peine me défendre. Le censeur m'accompagna à la porte et me dit « Il ne fallait rien dire. Bonne chance quand même. » Je pleurais. J'avais été exclu. On avait remobilisé tous les lycées. On voulait occuper Condorcet, mais les portes avaient résisté. Exclusion, explosion, on s'était vengé sur les flics en képi. Une belle bagarre. J'étais dehors, sans lycée. Les profs n'avaient pas protesté, ni le PC, les lâches. Ça ne m'étonnait pas vraiment. Un prof, c'est un chien de garde. J'avais pas la frite. Les profs se disent de gauche et appliquent et respectent un programme sans intérêt. Une telle différence entre leur discours et leur pratique. Je hais les profs. C'est le pire. Au moins proviseurs, censeurs, pions, c'est clair. Mais eux, ils pourraient refuser. Au contraire, ils acceptent et même, pire,
ils choisissent. La seule qui m'ait vraiment soutenu, c'est ma mère. Ma mère, je la connais depuis toujours. Et depuis toujours, elle m'a aidé. Mais cette fois, on s'est bien amusé ensemble. Agitateur, meneur, février 68, je perdais le moral. Le proviseur de Voltaire venait de me faire jurer de ne plus faire de politique. Je venais de répondre oui mais. C'était quand même oui. J'étais seul, je ne connaissais personne. Recommencer tout le boulot d'implantation. J'avais plutôt envie d'écrire un film qui raconterait l'histoire d'un lycéen. Blaise Chartier, qui a depuis toujours 2 copains, Coyote et Baptiste, et qui... Ouais, toi là, mec, toi, oui. Février 1968. Contre les lycées-casernes, pour la liberté d'expression. Mon exclusion avait donné naissance au CAL, Comité d'action lycéen. On avait créé notre organisation, mais ça ne m'empêchait pas de me sentir faible et isolé. Michel Recanati avait par contre le moral. Il avait été à Berlin pour la manifestation internationale de soutien au Vietnam. Il me raconta, enthousiaste, les milliers de manifestants de tous les pays, les rencontres, les discussions. Rudi Dutschke, le fameux dirigeant des étudiants allemands, sa façon de préparer la manif, d'expliquer le parcours, le pourquoi et le comment. Une pratique qui changeait radicalement de nos méthodes héritées du PC. Il ramenait de Berlin idées et projets rompant complètement avec nos habitudes. De cette manifestation du 17-18 février à Berlin, les camarades de l'EJCR, qui étaient en délégation aux environs d'un nombre de 250-300, ont ramené une expérience vécue tout à fait riche qu'ils ont réinvestie directement, quasiment dès le lendemain. 21 février, les affichettes, les mannequins qu'on brûle, et cette fameuse banderole en lettres de feu. Il fallait tout inventer. On l'avait réalisé, Michel, Coyote, Baptiste et moi. On avait nos exemples, nos maîtres. Moi, j'admirais les dirigeants du service d'ordre. Ils savaient tout, et avant tout le monde. Le secret, le pouvoir. On manifestait contre Fouchet, contre la sélection, contre les lycées-casernes. Michel fit son second discours au nom des cales. Cinémathèque, je bondissais par la fenêtre cassée dans l'ex-bureau de Langlois. Je me battais contre les CRS. 2 février, manifestation pour la victoire du Vietnam. 7 février, aux côtés des maoïstes, contre un meeting fasciste à la Mutualité, on a vu les premières grenades lacrymogènes. On était convoqués à un point de Paris, on sortait par centaines dans un autre coin. Le 20 mars a été décidée une manifestation organisée par le Cévennes qui tranchait encore une fois un peu plus avec les autres dans la mesure où cette coup-ci elle était semi-clandestine. Personne sur les trottoirs 1 minute auparavant. Soudain, par centaines au milieu de la rue. Bruit de vitrines cassées, bombe à peinture, première attaque commando. À la fin de la manifestation, il se trouve que je me suis fait arrêter. Et c'est ce prétexte qui a donné lieu aux mobilisations étudiantes de Nanterre, qui ont abouti le 22 mars à la constitution du mouvement du 22 mars, justement. Soudain, c'est le drame. Rudi Dutschke est abattu par un fasciste à coups de pistolet. Ce jour-là, on a tous ressenti ça comme l'assassinat de l'un des nôtres. Immédiatement, mobilisation générale. Michel et moi étions intégrés dans un groupe de service d'ordre, nos poches bourrées de boulons et de pierres. On cherchait l'affrontement, comme à Berkeley, Rome, Varsovie, Tokyo. C'était l'escalade. 1er mai 1968. La CGT s'oppose à l'entrée du cortège étudiant dans la manifestation.
Je tombais face à face avec un militant de mon ancienne cellule du PC. Je le saluais. Il me frappa. Nous n'étions pas encore les enragés, mais déjà les provocateurs, les gauchistes. 2 mai, la fac de Nanterre est fermée. Le 3 mai, la Sorbonne est fermée. Bagarre au quartier latin. Samedi 4 mai, réunion d'urgence de tous les lycéens sous la présidence de Michel Recanati. Non, tu ne fais pas dans le champ. Ah merde, je sais pas où t'es, moi. Vas-y, là, là. Troisième pas. Ça va? Ça va, c'est bon. Moi, tu te lèves. Mon camarade du collectif parisien des comités d'action lycéens, jugez bon de convoquer cette assemblée générale extraordinaire. Brièvement, pour les camarades qui ne sont pas ou peu au courant, je rappelle que le 3 mai, un certain nombre de camarades étudiants ont été emprisonnés à la suite d'une menace fasciste au quartier latin, que l'ensemble des camarades étudiants, un certain nombre d'organisateurs politiques étaient mobilisés en service d'ordre dans la cour de la Sorbonne, que les flics sont entrés et que, une fois les camarades arrêtés, des manifestations assez spontanées et assez violentes se sont déroulées au quartier latin. Le problème pour nous maintenant est d'essayer de voir comment dans les lycées on va essayer de poursuivre la mobilisation, comment dans les lycées on va essayer de faire en sorte que la mobilisation qui a commencé chez nos camarades étudiants puisse avoir des répondants. Mai. Nous étions en mai, le début de 68. Pour Michel et pour nous, ce n'était pas le début d'un mouvement, c'était la suite. La suite du boulot d'explication politique quotidien dans les lycées. Et il s'agissait de continuer pour assurer et mettre en place les comités de grève. Ce jour-là, Michel, le camarade Recanati, réutilisait tout ce que nous avions appris pour mener la lutte contre les autres tendances. L'enjeu était important, car déjà se jouait à plus long terme le contrôle du mouvement. La première question est celle des modalités de la grève, car c'est de la grève qu'il s'agit. Un certain nombre de lycées se sont déjà mis en grève. Il s'agit maintenant de voir, je demande aux camarades anarchistes, vu le sérieux de la situation, de se taire un peu et de pouvoir intervenir, ils ont droit à la parole, et d'écouter un peu les arguments des uns et des autres. D'essayer de voir comment, parce que c'est de la grève qu'il s'agit, suivant quelles modalités et quelles échéances on peut étendre la grève. Nous devons demain être présents dans les lycées, organiser la grève, et même si cela nous permet, et je crois que c'est la condition sine qua non, qui nous permettra par la suite de participer aux manifestations des camarades étudiants, mais tant que nous n'aurons pas fait un minimum de travail dans les lycées, nous ne pourrons rien faire. Les camarades anarchistes, simplement, ce qu'ils proposent, c'est une démission pure et simple. La consigne était claire, ne pas déserter les lycées, rester pour préparer la grève. Je n'ai pas résisté. Le lundi 6 mai, avec Coyote et Baptiste et une petite caméra, on était au premier rendez-vous. Le lendemain, je retournais en classe. Je revoyais sans cesse les mêmes images. J'entendais encore le bruit des grenades et le crépitement d'une baraque en feu. Allez, dépêchez-vous! Tous à d'Enfer Rochereau.
Au début, c'était de petits cortèges. Puis à chaque nouveau lycée, des centaines de lycéens s'ajoutaient. On sillonnait Paris. Pour tous converger vers d'Enfer Rochereau. J'avais toujours ma petite caméra, et pendant les moments où je ne prenais pas la parole, je filmais. Du haut du Lion, surplombant la foule des manifestants, la bataille entre dirigeants faisait rage pour le mégaphone. Najman, Michel, moi, Babi, René, Savigna, nous répétions la même chose, mais le but était de parler le plus longtemps pour empêcher les autres orateurs. 10 mai. La journée s'annonçait historique. Jesmar, Sauvageau, Cohn-Bendit, quel lycéen serait à leur côté? Recanati, Najman ou moi? L'enjeu nous semblait capital. C'est sûr, Michel, dès l'époque déjà, ne m'aimait pas, il ne nous aimait pas. Disons, le petit groupe qu'on formait à la fois de copains et de camarades, pour dire ça comme ça, à deux cours. Bon, manifestement, il nous reprochait notre, entre guillemets, manque de sérieux dans le travail militant. D'autre part, il nous reprochait très certainement... et là, il y avait à la fois le produit de sa manière de concevoir la vie, mais aussi une compétition d'adolescents. Il n'aimait pas nous voir sortir, danser, nous habiller. Bon, on était assez branchés sur tout ça à l'époque, et en particulier dans les rapports avec les filles, quoi, c'était évident. Alors, toute cette opposition personnelle, toutes ces frustrations, toute cette compétition... a trouvé à se canaliser, en fait, dès qu'il a été question du contrôle, n'est-ce pas, du mouvement lycéen naissant. Ce fut l'occasion d'un pacte conclu avec Michel. On éliminait Najman. Recanati représentait les cales devant la presse. En échange, il m'aidait à éliminer Savigna, qui me gênait à Voltaire. Vendredi 10 mai. Le soir, les barricades, l'insurrection. C'était mai 68. Les barricades, les voitures en feu, les pavés, les immenses manifestations d'étudiants CRS-SS, Paris en feu. Pour nous, c'était la suite logique de nos réunions politiques. Depuis des mois, on apprenait la révolution d'octobre, Rosa Luxembourg, Lénine, Trotsky, la lutte des classes, la grève générale, l'insurrection. Tout ce processus nous semblait normal. Nous continuions notre travail d'agitateur. Et quoi de plus fantastique que de passer de la théorie à la pratique? Nous avions été le détonateur. Il manquait encore l'entrée de la classe ouvrière dans la lutte, condition décisive. 13 mai 1968. Ce fut la manifestation de 1 million de personnes, l'occupation des usines, les 10 millions de grévistes. Mais nous ne nous faisions aucune illusion sur la suite du mouvement. Nous analysions déjà l'échec dû au rôle contre-révolutionnaire du Parti communiste français. Nous en tirions la conclusion suivante. À nous de mettre en chantier la construction du Parti révolutionnaire. Mai 68, c'était la répétition générale. Du coup, tout ce que vous avez vu en mai, je ne l'ai découvert qu'après dans les films, dans les livres et sur les photos. Jamais je n'ai été à l'Odéon occupé. Je ne remarquais ni les affiches, ni les graffitis. De la convivialité, aucun souvenir. C'était seulement une période pré-révolutionnaire pendant laquelle nous renforcions notre organisation. D'où les formidables batailles contre les autres groupes pour prendre la direction du mouvement. La mise à l'écart de Najman et d'autres pour contrôler les cales. J'aidais Recanati. Et nous étions devenus complices. Et d'être deux, et de le rester dans un milieu où les luttes pour le pouvoir et la direction sont quotidiennes, ce fut un atout précieux. On se divisait le travail. Lui magouillait à la direction. Quant à moi, je préférais rester dans les lycées occupés, près de la base. Alors, Loulou, tu te réveilles? Tu me frustres. Quelle heure il est? Je sais pas, on voit pas l'horloge d'ici, ce putain de lycée. Organisé pour coucher à l'intérieur. Ah, bah, tout à fait. Enfin, on me dira ça aussi. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je sais pas, tous les mecs étaient crevés à l'AG, on peut rien foutre. Enfin, sauf la manif ce soir, mais je crois qu'avait été pris la décision en bureau de secteur de faire foutre les lycées de Nana. Enfin, hier, le collectif décidait de faire mettre Saint-Germain et Victor Hugo, Sophie Germain. On a un inventaire quelque part? Tous les jours, travail de commission, organisation de l'occupation et tournée des lycées pour les assemblées générales. De cours, les assemblées générales qui se tiennent comme ça, une demi-heure où chaque lycéen ou chaque élève peut faire des critiques de ce qui s'est passé pendant la journée où des informations peuvent être apportées. C'était un comité de grève assez réduit, c'est-à-dire 17 membres
complètement coupé du reste du lycée, qui donnait des ordres qui finalement n'étaient plus appliqués parce que complètement coupé du reste des élèves. Michel représentait les cales. Le 13 mai, c'est lui qui défilait en tête de l'immense cortège aux côtés des autres dirigeants du mouvement. UNEF, SNES-SUP, 22 mars, et pour les cales, Michel Recanati. Notre PAC fonctionnait, Najman se retrouvait au 2e rang. Je crois que c'est un des trucs les plus fondamentaux des comités d'action lycéens, à savoir qu'il y a une prise de position politique, qui se traduit par une solidarité concrète et morale avec les travailleurs. Je vais donner un autre exemple. Dans les lycées occupés, la polémique était violente. À 2 cours, Michel organisait l'occupation, répartissant les tâches entre militants de la JCR pour essayer de garder la direction du comité de grève. Quant à Najman, il apparaissait dans les cours des lycées pour de longues discussions destinées à contrer notre influence grandissante. En aucun cas, ça m'intéresse de la perspective où je me pose, à savoir la perspective de la classe ouvrière. Alors moi je vais te répondre quelque chose, c'est que du temps de Guy Mollet... Tu as raison sur Guy Mollet, tu as raison sur Mitterrand, c'est des salopards, on est d'accord. Heureusement qu'il y avait les manifs, les discussions s'arrêtaient, c'était les bagarres, l'aventure. Je retrouvais mes 2 anciens copains, Coyote et Baptiste, on s'amusait. J'avais votre âge en 1936. Et pour moi, ça a été, disons, un miroir. Peu à peu, le mouvement s'essouffla. La CGT et le Parti communiste bloquaient tout développement de la mobilisation ouvrière. Nous commencions à être isolés. L'idée des gauchistes provocateurs faisait son chemin. Le gouvernement reprit la parole. À la suite du discours de De Gaulle, les organisations ouvrières accélérèrent la reprise du travail. On était en juin, mai 68 se terminait. De la légitimité nationale et républicaine. J'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Le progrès, l'indépendance et la paix l'emporteront avec la liberté. Fin du mois de mai. Michel et moi, nous nous aventurions dans nos premières théories fumeuses et paranoïaques. Impossible qu'on assiste à un coup d'État, un putsch militaire, même s'il ne dure que 2 jours. Avec quelle armée? Avec quelle armée? L'armée qui est en train de se balader en ce moment. Le contingent a été viré de Vincennes et c'est la troupe qui a remplacé les paras et tout ça. Nous on a les informations. Il y a 2 heures, il y a des mecs qui ont été appelés par la 2e DB pour faire du course combat. C'est vrai, c'est sûr. Qui ont reçu des convocations ce matin. Il y aura 2 jours. 2 jours, on aimerait qu'il y ait le moins de casse possible. Aujourd'hui, c'est le moment ou jamais, c'est le jour ou jamais, où dès qu'il y a quoi que ce soit, il faut que le service d'ordre. Ça dépend. Si l'armée arrive, il peut foutre des mecs dans les mairies, dans les lycées, à la Sorbonne et partout. Juillet 68. On ne se parlait plus de politique. Saturation. On se retrouvait tous les soirs, tous les deux, sur le boulevard Saint-Michel. On s'achetait une glace et on descendait jusqu'au marchand de la place Saint-Michel qui nous revendait 2 cornets. Tous les soirs, aller-retour, aller-retour. Je lui parlais de mon projet de film sur la révolte d'un lycéen. J'avais trouvé un titre. De la révolte à la révolution. Notre amitié étonnait l'entourage. Nous étions différents, et pourtant chaque soir on se découvrait des passions et des haines communes. Je me méfiais un peu de l'organisation. Il lui faisait aveuglément confiance. Mais ensemble, on n'aimait pas les booms, on n'aimait pas les snobs, on n'aimait pas les maoïstes, on n'aimait pas les staliniens, on haïssait les fascistes, on aimait bien les glaces italiennes, le journal Le Monde, Anne Ockinghem, Anne Sylvie, l'alcool de poire, les actions du service d'ordre. On adorait la plongée sous-marine, le cinéma. Comment pouvez-vous imaginer à quel point nous étions sûrs de nous, surtout 68 avait renforcé encore ce sentiment. Nous étions triomphalistes, sectaires. Rien ni personne ne pouvait nous faire douter. Nous organisions nos vacances, décidés à partir ensemble dans le Midi, quand une nuit,
on nous avertissait d'un prochain départ secret. Destination, un pays proche. Nous étions convoqués à une réunion clandestine du comité central. Ordre du jour rituel, bilan et perspective. Préparer la rentrée de l'organisation. Et surtout, organiser la rentrée des cales. Et dans les lycées, la rentrée fut chaude. C'était toujours l'année 1968. On avait sorti un journal lycéen. Je m'occupais de l'imprimerie. Profitant d'un blanc, fidèle aux discussions de la rentrée, je mis en poème les préoccupations de la JCR. La répression s'arrêtera à partir du moment où nous continuerons la lutte et nous sommes capables de faire des luttes offensives et d'ensemble comme aujourd'hui. Je crois que contre les pressions quotidiennes exercées par l'administration, la seule solution, c'est défendre les acquis de mai. Des dirigeants lycéens de 68, je restais le seul à être encore au lycée. Dans les meetings, dans les assemblées générales, je me faisais le porte-parole de la ligne définie au comité central. Il faut s'organiser. Bien qu'en désaccord avec cette position, en bon bolchevique, j'appliquais la ligne. Je pensais au contraire qu'il fallait développer les cales et les transformer en une organisation de jeunesse anti-impérialiste, anticapitaliste. Michel avait peur qu'on soit débordé. Et il préférait qu'on accentue le recrutement de notre propre organisation, quitte à saboter le mouvement. C'était la période de la mise en place de comités rouges. Discipliné, j'appliquais, et peu à peu, les cales disparurent. Un jour de 69, je convoquais les lycéens de Voltaire. Ordre du jour, une sorte de testament. J'expliquais que les lycéens étaient les seuls à continuer la lutte, qu'on allait se retrouver seuls face à la répression, qu'il valait donc mieux s'organiser dans un groupe politique. Je distribuais mon dernier tract. Il disait « Camarades, le problème de la révolution socialiste est posé. Ce but impose des tâches. Un long travail de taupe, mais ce n'est que l'émancipation du prolétariat qui peut résoudre la contradiction capitaliste. Je me fixe toujours ce but, mais dans d'autres secteurs. À bientôt, courage. » J'avertissais mon père. Il m'expliqua qu'il quittait le cinéma. Il se retirait à la campagne. J'avais 18 ans, il en avait juste le double. Je quittais le lycée pour faire du cinéma. Premier tournage, un film raté. Je voulais raconter l'histoire des cales, mais je ne maîtrisais pas assez bien la caméra. Deuxième tournage, de la révolte à la révolution. Voici le scénario. Dans une petite pièce, très haute de plafond, un petit garçon se tient debout, droit, silencieux. C'est notre personnage Blaise Chartier. Face à lui, il y a un homme petit, sec, bien habillé, un commissaire. L'homme est en train d'écrire sur un registre. Les paragraphes sont distincts et séparés de signatures datées. Soudain, l'écriture dévie des lignes. La phrase se tord. L'homme continuait d'écrire en regardant sournoisement l'enfant. Les regards se croisent dans le silence. Le fonctionnaire prend sa règle, barre la phrase tremblée. Les yeux de l'enfant sont désormais baissés. Il fixe le rebord du bureau, il y voit des marques. On voit la scène qu'il imagine. C'est un homme qu'on interroge. Les salauds, ces marques, ce sont des marques de dents. Les yeux du petit garçon filent très rapidement le long du mur. Vous niez que votre fils est accusé d'avoir jeté un trognon de pomme dans le jardin de M. Burel, demeurant au 189 de la rue Ordener. Veuillez signer votre nom. Ils sortent du commissariat, l'enfant pense en marchant, les fenêtres sont grillagées, c'est par le saupérail qu'il faut placer une bombe. Puis c'est le générique. 10 ans plus tard, on retrouve Blaise avec ses deux copains, Coyote et Baptiste. Puis on voit Blaise, en 1965, qui déchire des affiches UNR. Soudain le sac arrive, bagarre. J'expliquais toutes ces séquences et je proposais le rôle du lycéen à Michel.
il fut surpris. Puis après, une hésitation, il fut pris d'un énorme fou rire. Il refusa, mais voulait bien m'aider à écrire le scénario. Et comme ça, en 69, on se réunissait pour construire peu à peu l'histoire de la révolte des lycées en 1967. Ce qui était prévu dans le plan de tournage, c'était essayer, pas d'une reconstitution, mais d'avoir une discussion sur l'AGDCVL. Tu te rappelles, la première action lycéenne. C'est qu'on a fait au cinéma Mange. Hein, le 28 février. Ouais, du 28 février. On a emmené les lycéens à une manifestation. Bon, pas une manifestation traîne savate comme on avait l'habitude, où nous avait donné l'habitude les mobilisations du PCF, mais effectivement avec une cogne avec les flics. De souligner le fait que jusqu'ici on avait fait des manifs Vietnam tant qu'on en voulait. Je crois que ça a été quand même une surprise pour nous. C'était la première fois qu'on s'en faisait interdire une. Et c'était la première fois que concrètement on avait des flics devant nous qui étaient prêts à cogner. Et sachant quand même que c'était un tournant sur la situation politique interne. Et que ça préparait un peu d'autres trucs quand même. Et puis un truc aussi dont il faudra peut-être parler. Ce qui s'était passé après, au moment de la manif Humphrey, là, quand Humphrey est venu à Paris, le fait que Babi soit fait voir sur les photos en train de brûler un drapeau américain et que les gars essayaient de le virer et tout, rappeler qu'il y avait une grosse mobilisation sur la question et qu'on avait possibilité de développement à ce moment-là sur cette question. Ouais, là-dessus j'avais foutu le problème de Babi. Sylvain, le premier lycéen de la JCR que j'avais rencontré en 1966, Michel, celui qui m'avait convaincu et dont j'étais devenu le meilleur ami, m'aidait pendant cette réunion de travail à reconstruire notre histoire lycéenne commune, de la révolte à la révolution. Comment penser un seul instant que Michel puisse un jour se suicider? Moi je sais pas, on arrête. Ouais. Là-dessus la discussion, on pourra la revoir avec eux une autre fois. Dans 5 ans, quand on aura Dans 5 ans, maintenant on laisse tomber. Mon père derrière la caméra, moi devant, je commençais le tournage. Mais les ennuis s'accumulèrent, pas assez d'argent, et une situation politique qui exigeait notre présence militante. Au début, imposer l'organisation en dehors des facs et des lycées ne fut pas vraiment simple. Il a fallu forcer un peu, faire preuve de volontarisme. Un soir, Michel et moi avions compté sur nos doigts le nombre de réunions par semaine. On en avait 96. 1969, près de 100 réunions par semaine. La bagarre pour se faire connaître et reconnaître impliquait des sacrifices. Pâques 1969. On est partis ensemble en Bretagne. En échange de nos informations sur l'évolution de la situation politique, mon père nous mettrait entre les mains faucille et marteau. On était quand même l'avant-garde. Et comme dirigeant, l'avant-garde de l'avant-garde. Et comme trotskiste, l'avant-garde de l'avant-garde de l'avant. Ça n'empêchait pas mes sœurs de se moquer de son gros nez et mon père de nous traiter de petits bourgeois radicaux. Michel et moi, on refaisait le monde. Surtout que le départ de De Gaulle mettait à l'ordre du jour une éventuelle mobilisation ouvrière. La victoire est dans la rue et non dans les urnes. Les élections piège à con, Krivine candidat à la présidence de la République, une farce électorale. Pour moi, le moyen de concilier enfin cinéma et politique. Démocratie régnée en France. Si vous voulez voir notre pays marcher vers le socialisme, votez Jacques Duclos le 1er juin. Les gauchistes, à la chaîne. Les gauchistes, à la chaîne. Il ne faut pas s'arrêter pour une quelconque perspective électorale. Demain, de nouvelles luttes éclateront dans le pays, que ce soit Pompidou, Poher ou Defer à la tête de l'État. Concilier cinéma et politique. La situation allait enfin me permettre de me mettre à disposition d'une idée juste. Fini les histoires, les contes, la fiction. En avant pour le cinéma militant. Depuis longtemps, plusieurs cinéastes avaient utilisé leurs compétences pour se mettre à la disposition de la Révolution. Jacques Kébadian militait depuis le début à la JCR. Je pouvais enfin m'intéresser
et profiter de leurs expériences. Je voudrais rappeler que le premier film qu'on a fait, c'était sur le SDS de Berlin et la manifestation Vietnam. C'était un peu la première pratique qu'on a eue en tant que cinéma militant. Et puis, on était en train de le monter quand il y a eu l'attentat contre Rudi Dutschke. Et après, on était effectivement en train de filmer Nanterre quand il y a eu les événements de mai. 1968, j'avais filmé, mais sans réfléchir, enregistrant les événements, sans m'intéresser au montage. Il semblait difficile de faire des films politiques à plusieurs tendances. Il y avait le risque de réduire le tout au plus petit dénominateur commun. Cette fois, pour ce film sur la campagne Krivine, comme militant de la même organisation, on pouvait espérer aller plus loin. Pourtant, ce film restera inachevé. Nous sommes devenus, non plus des cinéastes, mais des illustrateurs. Ça tournait vite au panégyrique. On se fourvoyait. Un seul travailleur qui ait crié Mitterrand au pouvoir. Il n'y en a pas eu un. Et pour la simple raison, c'est que Mitterrand, loin d'être au pouvoir, était sous la table à cette époque. La base. L'objectivité n'a jamais été notre problème. Mais entre l'autocensure et le triomphalisme, les écueils étaient permanents. Au moins, ça m'aura servi à progresser dans la manipulation de la caméra. Je testais les mouvements d'appareil. Téléobjectif, plan rapproché, se mettre en position bien stable, panoramique, retenir sa respiration. Plan d'ensemble, plan fixe, bien se camper sur les jambes et surtout utiliser la pellicule pour filmer les copains, mon copain. Aujourd'hui, en mai 69, à 10 jours du deuxième tour des élections, un an après le mouvement de mai 68, que voit-on ? Fourmi, on avait préparé le meeting jour et nuit. Quelques minutes avant le début, Michel et moi engagions les paris. Gagner, nous sommes des milliers, une sorte de grande messe rouge. Ce soir-là, on pouvait chanter « Nous n'étions rien, nous sommes tout ». D'une part, la police et l'armée bourgeoise ne se démocratisent pas, elles se détruisent. D'autre part, et c'est extrêmement important, pour détruire cette police et cette armée bourgeoise, mais il faut que les travailleurs aient au moins une police mieux armée et plus forte que la police bourgeoise. Il faut qu'ils aient une armée mieux armée et plus forte que l'armée bourgeoise. Cela signifie concrètement qu'on ne pourra liquider ces polices parallèles, ces polices officielles, ces barbouzes et ces sacs que lorsqu'on aura une véritable milice ouvrière capable, non pas de discuter, mais de liquider cette police bourgeoise. Effectivement, cette nouvelle génération se manifeste derrière le drapeau rouge, derrière la faucille et le marteau, et derrière, dans un temps prochain, aussi nous le croyons, derrière des mitraillettes et derrière des fusils qui seront que la victoire de la Révolution. C'est nous qui les porterons, ces mitraillettes et ces fusils. C'est nous qui, en première ligne, montrerons l'exemple. Mai 68, mai 69, ce n'était qu'un combat. Il fallait continuer le début. L'idée d'arrêter ne nous serait même pas venue. Par contre, se posait la question de passer d'agitateur à révolutionnaire professionnel. Et pour Michel et moi, le choix venait de se faire. Travailleurs de Renault-Flin
les militants de la Ligue communiste vous proposent de tenir un meeting avec eux. Camarades, en aucune façon, par les élections, on ne parviendra à aboutir ce pourquoi nous militons tous, à savoir un régime socialiste où les travailleurs connaîtraient de meilleures conditions de vie que dans le régime actuel. Pour nous, il s'agissait de montrer l'existence d'une force politique cohérente, la voix des militants révolutionnaires qui, en mai 68, ont ébranlé le régime, ont ébranlé l'État fort. La campagne Krivine, ça a été l'occasion de voir Michel, de lui confier des responsabilités autres que celles du secteur lycéen. Oui, alors évidemment, la campagne Krivine, évidemment, dans la mesure où l'organisation a changé d'échelle, bon, et donc a changé qualitativement, il y a eu une grande pénurie de cadres de ce type. Et donc un grand besoin, et on les a cherchés évidemment avec beaucoup d'attention, et un militant comme Michel est apparu immédiatement comme un dirigeant potentiel. Bon, et il a été immédiatement intégré à diverses instances de direction dans le but d'en faire un dirigeant potentiel. La farce électorale n'avait pas été une plaisanterie. Nous étions épuisés. Été 1969. J'étais réfugié en vacances avec Pascal Weber et j'en profitais pour faire des essais de cadrage et de lumière. J'avais aussi rencontré celle que je surnommerais Libellule. Début d'une très longue histoire d'amour. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous raconter? Nous étions donc en vacances, Michel, moi, Coyote et Baptiste, avec Pascal et Henri Weber. Nous profitions de ce séjour avec notre dirigeant pour lui faire une leçon de politique. L'organisation ne pouvait plus se contenter d'improvisation et de balbutiements dans la construction de sa milice ouvrière. Obéissance à la loi! Dispersez-vous! Sonnerie! Dispersez-vous, on va faire usage de la force! Marcelin entraînait ses troupes. Dans leurs casernes, les CRS reconstituaient de fausses manifestations. Si nous nous dirigions toujours vers l'insurrection, si nous la voulions victorieuse comme en 1917, alors confie-nous l'organisation du service d'ordre. La conception politique qu'on avait alors accordait une importance très considérable à ce qu'on appelait l'action extra-parlementaire, c'est-à-dire à l'action extra-légale, illégale. Et nous étions convaincus que assez rapidement, en tous les cas dans un avenir prévisible à moyen terme, on en passerait à des affrontements directs. Il ne s'agissait pas simplement d'avoir des baroudeurs, mais des gens capables de monter des actions politiques, des coups politiques où la violence intervenait. Bien, c'était une nécessité, on en était conscient, tu en avais parlé, d'autres en avaient parlé, et on l'a mise on l'a réalisé en réalité dans les années qui ont suivi, jusqu'à se doter d'une structure d'intervention qui relevait de la petite armée privée. Et donc Michel en était... Michel était un des responsables. Il faisait partie de cet état-major. Et il devait rendre compte devant le bureau politique un petit peu enfin avec toi, mais c'était sous sa responsabilité qu'était organisé et mis en place ce service d'ordre à l'époque. Exactement, oui. Et notre première action, il fallait absolument la réussir. Michel est au talkie-walkie, il coordonne à terre. Sur les toits, Coyote, Baptiste et moi, on lance les cordes. Dans la rue, ils attachent la banderole. Tirez, ordonne Michel. On tire. 8 octobre, anniversaire de Guevara, on venait de réussir une opération audacieuse et spectaculaire. 14 novembre 1969, 7 heures du matin. 50 militants débouchent du métro, ils ne savent pas où on les mène. On surprend le flic de service. Bombe à peinture, drapeau, slogan, on attaque le consulat sud-vietnamien. Le drapeau du FNL flotte sur le territoire ennemi. Opération encore réussie. Midi, le même jour, de lycée en lycée, dirigé par Michel, on invente la manif motorisée. Direction le Sacré-Cœur. Les flics seront surpris. Et nous, tellement fiers de l'opération, que le tract diffusé le lendemain ne saluait que l'exploit technique et parlait à peine du Vietnam. Nos premières déviations militaristes. Les militants révolutionnaires comprennent que pour renverser une telle société qui ne vit que grâce à l'utilisation permanente de la violence, ils seront amenés, eux aussi, à utiliser une violence révolutionnaire de masse
visant à détruire l'État bourgeois et à supprimer toutes les causes de violence effective, c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme. Nous ne disons pas que nous sommes que pour la violence de masse. Nous étions même assez portés sur la violence minoritaire. Montrez l'exemple. L'Argentine assassine. Attaquons l'ambassade. L'Angleterre réprime. Attaquons le consulat. L'État condamne. Bombe à peinture rouge. L'Espagne de Franco tue. Cassons sa compagnie d'aviation Iberia. Le représentant du pouvoir vietnamien, le général Ky, était de passage à Paris. Des nuits et des nuits de repérage. Il sort de sa voiture, on le couvre de peinture. Ses gardes du corps dégainent, la police nous cherche, on est introuvable. On s'est toujours dit avec Michel qu'on aurait pu envoyer autre chose que de la peinture. Mais l'entraînement était équivalent. Peu à peu, toutes ces opérations nous servaient à former un service d'ordre très efficace. Organisé en groupes et sous-groupes, on se rapprochait d'un fonctionnement militaire. L'activité de l'extrême droite exigeait une constante offensive. Dans les facs, dans les lycées, dans la rue, partout on essayait d'écraser la peste brune dans l'œuf. Les égouts dégorgent en France. La racaille remonte. Cette racaille, elle nous proposait, dans son joli mois de mai, de nous considérer tous comme des juifs allemands. Eh bien, nous pour lesquels la naturalisation remonte tout de même à quelques dizaines de siècles, nous ne sommes pas des juifs allemands. La plupart de nos opérations antifascistes n'étaient pas publiques. Mais devant les provocations les plus importantes, nous appelions au front uni contre les initiatives de l'extrême droite. Dans ce meeting, les discours du directeur de Minute, des représentants du parti néo-nazi allemand et de l'Espagne de Franco. C'est la racaille nazie! Allez avec ces canailles là-dedans! C'est une honte! Les services d'ordre d'extrême gauche, Michel en tête, tentèrent de disperser le meeting. Ils se retrouvèrent face au CRS. Pendant ce temps, à la maison, libellule. Ouais. J'ai habité longtemps ici avec Romain, qui était l'ami de Michel, et il venait très souvent, toutes les semaines ici en réunion. On recommence. Non. Hein? Et après, moi, très souvent, je l'attendais. Je préparais les repas. Et après, ils jouaient des parties interminables de poker en se racontant leurs histoires. Et quelles histoires C'était quelles histoires? Des histoires de bagarres, avec les fascistes. Moi, ce qui me frappait chez Michel au bureau politique, c'est à quel point tout lui tenait à cœur. À quel point il était impliqué dans ce qu'il faisait, à quel point même quelquefois il manquait de distance, et à quel point il intériorisait les difficultés, les échecs, les bavures, et inversement, à quel point il était exalté par ce qui marchait bien. C'était d'ailleurs par là que nous l'avions repéré comme militant lycéen. C'est ce que j'appelais tout à l'heure sa rigueur. Mais c'était très frappant. Et souvent, on se disait entre nous qu'on avait peut-être eu tort de le faire monter aussi vite au bureau politique, parce qu'il est passé sans transition du lycée au bureau politique de la Ligue, c'est-à-dire au militantisme professionnel à temps plein. Et quand je dis à temps plein, c'est 15 heures par jour. À temps plein. C'était son existence. En retournant dans son appartement, j'ai retrouvé tous les documents, toutes les notes de Michel, précises, complètes, classées. Les résumés des exposés des réunions du comité central, de la direction parisienne, du bureau politique. Devant rendre compte du déroulement de ces mobilisations de masse, c'était des heures, des jours et des nuits de discussion. Si certaines réunions l'ennuyaient, il prenait énormément de plaisir à concevoir et diriger les manifestations. Il s'amusait à chercher de nouvelles formules pour l'organisation de ces défilés République-Nation, Nation-Bastille, Bastille-République. Décoration, orchestre,
renouveler les formes de notre apparition. Mai 71, anniversaire de la Commune. Il fut nommé responsable de cet immense rassemblement à Paris. Dès l'aube du jour prévu, il haranguait le SO. Il devait tout coordonner. La matinée était consacrée à la répétition des slogans et de la fête du soir. Accueil des délégations étrangères, planification de la manifestation. Une manifestation, c'était pour nous, pour lui, la mise en place de groupes mobiles de service d'ordre. La protection de la tête du cortège. La disposition des délégations étrangères. La répartition des sonos et mégaphones. Le contrôle des rues adjacentes et des toits. La coordination du matériel de décoration. Prévoir du matériel offensif au cas où. La location des camionnettes. L'organisation des estafettes de repérage. La mise en place de ces immenses banderoles. Le choix des porteurs. Prévoir suffisamment de SO en queue pour protéger la manifestation. Maintenir le contact entre tous ces groupes. Liaison par talkie. Plan du cimetière. Faire acheter la gerbe de fleurs. Vérifier sa présence. Disposer la tribune pour le meeting. Protéger les départs des cars. Prévoir les porteurs du micro. Qui proteste contre l'international chanté en blues. 1871, 1971, peut-être un siècle de retard. Été 1971. Miracle. Fini les réunions. Plus de discours, silence, soleil. Un jour comme ça, Michel, à l'heure de la sieste, une après-midi bien chaude, me fit une confidence. « Tu sais, me dit-il, mais jure-moi de ne pas le répéter aux autres. » Je jurai. Mon père n'est pas mon vrai père. Il me regarda attentivement, attendant manifestement une autre réaction. « Et alors, tu connais ton autre père ?»« Oui. » « Eh bien, où est le problème ?» Lui, il en voyait un problème, un énorme. Et je parlais en expliquant que je ne comprenais pas, qu'il fallait qu'il soit borné et réac pour ne pas admettre qu'une femme puisse avoir 2 histoires d'amour dans sa vie. Voyant mes réactions, il ne m'en a jamais plus reparlé. Alors que je m'en aperçois maintenant, c'était son principal problème, son angoisse. Cela dit, ça n'aurait pas changé mes réactions. J'admirais l'homme qui vivait avec sa mère, qui était super gentil, fin et drôle. Vacances fantastiques, Michel se perdait silencieusement dans ses angoisses. J'avais commencé à travailler dans le cinéma. Je m'étais acheté une moto, je frimais. Saint-Tropez, la vitesse, on rentre sur Paris. 160 à l'heure, un virage, le pneu explose. Je me relève, une douleur effroyable dans les vertèbres. Je suis mort. Ma vie a défilé sous forme de paysage, très beau, très lent. Michel me voit allongé, il croit que je suis mort, qu'il s'évanouit. Je me réveille, je le vois étendu, il est mort, je retombe dans les pommes. Et ainsi de suite, on n'avait rien. Par la suite, du dortoir à l'infirmerie, à l'hôpital militaire de Versailles, je leur ai raconté 1000 fois, en pleurant, que j'avais tué mon seul copain, Michel Recanati. Pleuré pendant 1 mois pour l'avoir tué. Drôle d'histoire. Oui, en 72 ou à cette époque-là, tu avais eu une aventure, une histoire d'amour avec
Cyrulnik était un des copains de la bande et j'avais pris ça très très mal. Et je m'étais servi de l'organisation. Et je me rappelle d'avoir vécu ça très très mal au point d'avoir demandé à Michel et d'avoir eu l'accord de Michel pour demander ton exclusion du service d'ordre. Il faut dire quand même qu'à l'époque, nous, vu la manière dont on militait tous, on n'avait plus que des copains qui étaient militants quasiment. On sortait toujours ensemble. Quand on arrêtait une réunion, on se retrouvait. Ça fait que le cercle de relations était assez restreint et la moindre relation qui se passait les uns avec les autres avait des éclaboussures terribles. D'abord, il fallait que tout le monde tranche, soit pour l'un, soit pour l'autre, alors que les gens n'avaient pas obligatoirement envie de trancher. Or, c'est sûr que c'était difficile. C'était difficile à vivre, à s'accepter en se disant qu'en fait, on s'en voulait pas, mais on pouvait pas s'en... Oui. C'est grâce à cette histoire, grâce à Libellule, que je commençais à comprendre. Elle mettait sans cesse le point sur ce qu'il ne fallait pas. La différence entre mes discours révolutionnaires et mon comportement quotidien. Mon goût du pouvoir, de la puissance, entraînant avec les autres des rapports élitistes, méprisants. Je finis par avoir un doute. Elle avait gagné. Il était temps. 1972, attaque du consulat américain, attaque de l'ambassade du Brésil, manif antifasciste, meeting Espagne, manif contre les colonies, attaque de l'ambassade d'Angleterre, manif pour l'Irlande, bagarre à Assas, grève aux joints français, manif Vietnam, 1er mai, attaque au Newell-Bull, meeting MLF, manif syndical, meeting Ordre Nouveau, agression de la CFT. Février 1972, l'assassinat d'Auverney. C'est un peu la mort du gauchisme, la fin de ses interventions tout azimut, l'amorce d'une autre période, tournée vers l'implantation dans la classe ouvrière. Cette orientation ouvriériste entraînait pour notre petite bande, après toutes ces années d'activisme, un déséquilibre. J'assistais de loin à toute cette réorganisation. Je travaillais comme assistant à la caméra sur le film de Boisset, L'Attentat. Le contact avec un autre milieu me donnait un regard critique sur notre organisation. L'impression que notre univers militant était de plus en plus coupé des préoccupations de la population. Pendant mon rapide passage à l'armée, j'avais entrevu l'appareil militaire dont le pouvoir disposait pour contrer la révolution. Du coup, notre service d'ordre me semblait ridicule. Il nous fallait passer au stade supérieur. J'organisais donc avec Michel mon départ pour un stage de guérilla en Amérique latine. Je pensais que le moment venu, il serait très utile de contrebalancer notre peu d'influence par une plus grande efficacité. Une bombe bien placée pourrait remplacer bien des discours. Tentation terroriste. Ce voyage n'eut pas lieu. Mai 1973. Michel nous prévient de la préparation d'un meeting fasciste à Paris. Il nous montre les photos des mercenaires à l'entraînement qui se préparent pour une campagne raciste et antisémite. Michel sera nommé responsable de la mobilisation antifasciste. Le meeting du 21 juin à Paris ne doit pas se tenir. Oui, c'était vrai. Nous étions organisés en commando. Oui, c'était vrai. Nous avions une tactique bien précise. Oui, c'était vrai. On voulait atteindre la mutualité. Oui, c'était vrai. On avait tout organisé pour réussir. L'affrontement fut extrêmement violent. Une centaine de blessés. Et pour la première fois, que du côté policier. Juin 1973, l'organisation fut dissoute, les dirigeants arrêtés. Michel Recanati, considéré comme le responsable, fut abrité clandestinement à l'étranger. Ce jour-là, pour lui, tout va changer. Le 21 juin a été un tournant dans l'histoire de la Ligue. Ça a été la liquidation de tout le passé un peu estudiantin, spectaculaire, disons gauchiste, disons le terme. Gauchiste au sens strict du terme, c'est-à-dire substitutiste. Et il était au cœur de cette action. Il était le principal responsable de cette action. Et cette action a entraîné un débat bilan sur 3 ou 4 années et une critique
sur des déviations gauchistes. Et lui était au cœur de ce débat, et il a vécu ça, il a intériorisé ça très intensément. C'était après l'interdiction de la Ligue communiste, c'était après le 21 juin, c'est après que Michel est passé quand même 3 mois en prison. Et là, je veux dire que c'était plus le même Michel, c'était pas le Michel... il n'y avait plus le côté cassant, il n'y avait plus le côté autoritaire, mais pas autoritaire méchamment, autoritaire d'un gars qui a du ressort, qui voulait construire et qui était prêt à briser quelque chose à côté s'il fallait pour construire. Et de fait, là, ça commençait à se poser pour Michel une angoisse certaine de s'insérer quelque part, de faire quelque chose et pas de plus être permanent, déjà, ça se posait. Je crois qu'il était assez perdu à l'époque. Il avait besoin de parler, d'essayer de... Je crois qu'il me demandait un peu des conseils. C'est-à-dire que j'ai l'impression, moi, dans mon souvenir, qu'à l'époque, il savait pas s'il devait continuer à militer l'organisation ou pas. Qu'il se posait la question de savoir un peu le sens de sa vie. Est-ce que sa vie continuait à avoir un sens par rapport à ça? Je crois qu'il était à la recherche d'autre chose. Moi, tous mes efforts portaient sur... Enfin, je lui conseillais donc de quitter l'organisation. On était tous, à une période où on a commencé tous à travailler à peu près. Et à vouloir arrêter de fonctionner en quasiment permanent politique. Payé ou pas payé, c'était pas le problème. Et là, Michel a énormément changé. Et il a commencé à avoir, d'ailleurs, à chercher un travail, n'importe lequel, du moment qu'il se trouvait un lieu où il avait des relations objectives sociales, c'est-à-dire un lieu de travail. Il a commencé à essayer de travailler dans une banque. Bon, sur ce, moi, je lui ai dit que c'était ridicule de faire un truc qui ne l'intéressait pas, où il s'ennuierait à mourir. Et je lui ai proposé de faire avec moi une préparation à un concours pour être enseignant de sciences économiques. Ce sur quoi ça l'a branché, ça l'a motivé, ça nous a largement rapprochés, parce qu'on a mis quand même... Pendant 1 an, on a travaillé à ce concours. Et la seule chose qui n'a pas changé, c'est Michel, c'est la rigueur avec laquelle j'ai fait les choses, qui manifestait plus une angoisse. La rigueur, c'est-à-dire il faut que je fasse ça, c'est ma solution. On sentait que ça allait résoudre tout, alors que ça n'allait pas résoudre tout. L'avenir le prouvera. Je veux dire, mais ça ne résolvait pas tout. Ça résolvait pas son problème d'isolement et de solitude qu'il sentait. À ce moment-là, il m'a dit, j'en sais rien, il m'a dit qu'il avait été aussi très amoureux de moi au moment de 68, 69. Et ça, je le savais pas. On avait été amoureux chacun l'un de l'autre, sans jamais oser se le dire. Moi, parce qu'il m'intimidait. Et après, lui, il m'a dit que je l'intimidais aussi. Et moi, je savais pas, je m'en rendais pas compte du tout, quoi. On est passés à côté l'un de l'autre pendant des années. Alors, c'est un peu difficile pour moi d'en parler parce que, bon, toi, tu parles de tout ça avec enthousiasme parce que tu te rappelles de Michel qui te racontait. Bon, pour moi, c'est beaucoup plus difficile parce que c'est lié à des souvenirs très, très pénibles et très douloureux. Au début, avec Michel est arrivé dans notre vie, c'était l'euphorie totale. On débutait des choses formidables, on était très bien, Monique et moi, on vivait. Et je crois que c'est ça qui l'avait attiré, parce que c'était très différent de lui. Il avait envie de connaître autre chose, de faire des choses un peu folles, de profiter de tout. Bon, disons qu'après, Monique est tombée malade et bon, ça a été beaucoup plus compliqué. Il est tombé complètement fou d'elle. Bon, c'était une passion un peu incontrôlée. C'était des 4 lettres par jour, des télégrammes, des trucs, des machins, enfin bon. Et puis, on s'est trouvé confronté à un problème qui nous dépassait complètement. Bon. Qui a été là, donc la maladie de Monique. Qui a été la maladie de Monique, qui était bon, une maladie irrémédiable. Enfin, bon. Et... Bon, moi maintenant, tout le souvenir que j'ai de Michel, c'est lié au dernier moment de la vie de Monique. Donc, c'est pas un souvenir heureux pour moi. Romain, je t'écris parce que nous n'aurons plus l'occasion de nous voir et donc de reparler avant la fin de la semaine. J'étais très mal à l'aise après notre discussion. J'ai eu peur que tu n'aies pas bien compris. J'ai beaucoup souffert dans ma vie. Réellement, profondément, gravement. Pour des raisons que j'essaye encore de découvrir, j'ai souffert de la difficulté d'aimer, de rire, de me laisser aller. À quand cela remonte-t-il? Je ne le sais. Peut-être de ce jour où, par hasard, mon univers s'est écroulé, lorsque j'ai appris que j'étais le fils de personne. Quand on souffre si fort en silence, quand l'inconscient oublie même les motifs de la souffrance, il y a 2 défenses possibles. La mort ou bien le jeu, le théâtre. Mon jeu, mon théâtre, ça a été de toujours jouer les plus forts, d'être toujours le meilleur, celui qui prenait le plus de risques physiques et moraux dans le militantisme. Et un jour, la carapace a craqué. C'était au lendemain du 21 juin 1973.
après les 2 mois de clandestinité, d'exil, et puis de derrière la prison. Dès que je me suis retrouvé en liberté, j'ai eu envie de repartir de zéro, tout redécouvrir, ma famille, mes amis, moi-même. Et récemment, j'ai rencontré Monique. C'est la première femme devant laquelle je me suis arrêté de truquer, de jouer, de paraître. Dès le début, je me suis mis immédiatement à nu. Et je me suis jamais senti aussi fort que d'être capable de me montrer sous un jour apparemment faible. Que personne ne me dise plus jamais que Monique est condamnée, que plus personne ne me parle de cette maladie sauf elle. J'ai besoin d'espoir, j'ai besoin de pouvoir faire des projets, alors que plus personne ne me parle plus de ça. Et surtout, ne t'imagine plus une seule seconde que je cours au suicide ou à l'autodestruction. J'ai une rage de vivre fantastique et je veux la communiquer à Monique. Je t'embrasse, Michel.